Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans le salon de Mehdi. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait autant kiffer que flipper. Le paranormal, l'horreur, la peur. Tous ces termes font trembler les petits comme les grands, mais surtout ça passionne et ça fait parler. Entre théories du complot, meurtres et événements inexpliqués, créatures venues d'une autre dimension, il y a tant de choses à se raconter entre amis autour d'un feu de camp dans une forêt sinistre. Cessons de tergiverser et rentrons dans le vif du sujet. Installez-vous confortablement, éteignez les lumières, fermez votre porte à double tour et vérifiez bien sur votre lit, car nous partons à la découverte de terrifiantes histoires. La première histoire se déroule en décembre 2019, à la veille de Noël. Grégory était dans son lit, mais il avait du mal à dormir. Et vers 3h du mat, alors qu'il dormait avec la porte ouverte, il regarde vers la porte et aperçoit quelqu'un dans le couloir. Cette personne regardait la chambre où dormait le père de Grégory. La silhouette était dans l'ombre, une silhouette féminine. Il a d'abord pensé que c'était sa sœur. Il appela donc sa sœur mais aucune réponse. La silhouette se retourne lentement pour le regarder. Grégory, en panique, ne quitte pas l'inconnu des yeux et tente d'activer le flash de son téléphone. Sauf que le temps qu'il attrape son téléphone, la silhouette s'est dirigée vers la chambre de sa sœur. Et lorsqu'il alluma la lumière, la personne avait disparu. Alors il décida d'inspecter le couloir jusqu'à ce que sa sœur sorte de sa chambre. Elle lui expliqua ne pas s'être rappelé de s'être levé avant, et encore moins pour déambuler dans le couloir. Alors, événement paranormal ou crise de somnambulisme? C'est à vous d'en tirer vos conclusions. La deuxième histoire se passe au Maroc, terre du paranormal et des légendes flippantes, plus précisément dans les montagnes de l'Atlas. C'est l'histoire d'un protagoniste inconnu mais qu'on va appeler Mohamed, qui était chez son oncle avec ses cousins. Il devait être environ 23h et Mohamed devait rentrer chez son père. Mais comme il vit au fin fond des montagnes, il n'y a pas de lampadaire pour éclairer sa route. Mais heureusement, Mohamed et ses cousins se sont munis de lampes torches pour s'éclairer. Sur le chemin, ils ressentent comme un malaise. Ils se sentent observés et suivis de plus en plus. De plus, sur le chemin, il y a un petit cimetière. Donc ils poursuivent leur chemin mais leur lampe torche commence à faiblir. Et là, ils commencent à entendre des bruits de pas. Ils se retournent mais absolument personne n'est présent. Pourtant, ils n'avaient pas rêvé. C'était bien d'authentiques bruits de pas. Juste après, ils aperçoivent des ombres qui les suivent. Ils se retournent encore une fois mais ils sont totalement seuls. Ni une ni deux, ils prennent la décision de s'enfuir en courant sans se retourner derrière. Une fois arrivés à destination, ils expliquent à leur famille ce qu'ils ont vu et entendu. Mais à leur grande surprise, les membres de leur famille ne sont pas choqués. Ils expliquent qu'ils sont habitués à ce genre de phénomènes paranormaux que l'on attribue aux djinns. Et là, vous vous demandez sûrement ce que c'est les djinns. Pour commencer, ça n'a absolument rien à voir avec les pantalons. Les djinns sont des créatures du folklore musulman. Des créatures invisibles qui peuvent se changer en animal ou en humain. Ils vivent généralement dans les rivières, les cimetières, les égouts, les champs de ruines, etc. Ils sont notamment connus pour être capables de prendre possession des humains pour les rendre fous, un peu comme dans l'exorcisme de William Peter Blatty. Au Maroc et même au Maghreb en général, l'histoire de djinns sont légion. Rien que dans ma famille, on trouve des tas d'anecdotes à ce sujet. Alors, est-ce qu'ils étaient suivis par des créatures invisibles ou de simples animaux? C'est à vous d'en décider. L'histoire suivante, je viens de la découvrir tout récemment, et c'est probablement une des plus intéressantes et des plus effrayantes que j'ai pu entendre de toute ma vie. L'affaire est encore irrésolue. L'histoire se déroule en 1959, en Russie, autrefois connue sous le nom d'URSS. Cette histoire est connue comme étant l'affaire du col d'Yaltov. C'est l'histoire de 10 amis russes étudiant à l'Institut Polytechnique, dont la grande passion était la randonnée. Un jour, ils décident d'aller dans la région de l'Oural, pour atteindre une certaine montagne. Une montagne réputée pour être hostile et extrêmement dangereuse. Si bien que les habitants locaux n'osent même pas s'en approcher. Le groupe d'amis prend la route le 27 janvier 1959, et après le premier jour, un membre du groupe ne se sent pas bien et décide de faire demi-tour, laissant ses amis continuer sans lui. C'était probablement la meilleure décision de toute sa vie. Le groupe ne compte désormais plus que 9 randonneurs, et après quelques jours, ils constatent qu'ils ont dévié de leur objectif et ils se dirigent vers l'ouest, vers une toute autre montagne. Une montagne qui est surnommée la montagne de la mort. Ils décident alors de camper sur le flanc d'une montagne, une décision bien étrange quand on sait qu'un petit bois se trouvait à proximité. Leur ami resté en arrière s'attendait à les voir revenir le 12 février car c'était la date qui était convenue, mais il ne donne aucun signe de vie, pas la moindre communication. L'ami contacte alors les autorités. La police, l'armée, les hélicoptères, les grands moyens sont déployés pour retrouver les randonneurs disparus. Le campement est vite retrouvé, complètement dévasté. La tente qui abritait les campeurs a été violemment lacérée. Toujours aucune trace des randonneurs, mais leurs affaires et la nourriture sont retrouvées dans la tente en lambeaux. Les enquêteurs réalisent alors avec effroi que la tente a été déchirée de l'intérieur. Les randonneurs auraient détruit la tente afin de s'en extirper, sans même prendre la peine de se couvrir sous une température pouvant aller jusqu'à moins de 30 degrés. Ça paraît si absurde et pourtant, les enquêteurs continuent d'avancer, espérant trouver les randonneurs à l'abri pas loin du campement. Ils pénètrent dans le petit bois et retrouvent 2 corps dénudés. Les enquêteurs continuent de fouiller le périmètre avec attention et ils trouvent 3 nouveaux corps dénudés et mutilés. Un des corps a la jambe brûlée et une partie de la main arrachée. Et le médecin légiste durant l'autopsie constatera que c'est la victime qui s'est auto-mutilée pour une raison inconnue. Comment il a pu déduire ça? Eh bien c'est très simple.
La victime a gardé le morceau de sa main dans sa bouche. 4 mois après cette macabre découverte, la neige commence à fondre, ce qui facilite la découverte du reste du groupe. Les enquêteurs trouvent un ravin qui contient les 4 cadavres restants, et ce qui va intriguer les enquêteurs, c'est le fait que les victimes ne présentent aucune blessure ou aucun signe de lutte. En revanche, leurs organes internes ont été anéantis. On constate des côtes cassées, un crâne fracturé et un cœur perforé. Il est alors déduit que la cause de leur mort n'est pas d'origine humaine ou attribuée à un humain ou à un groupe d'humains. Il est alors déduit que la cause de leur mort n'est pas d'origine humaine. Un humain ou un groupe d'humains n'aurait pas la puissance nécessaire pour commettre une telle barbarie. De plus, les enquêteurs constatent que sur la plupart des cadavres, la langue a été arrachée et leurs yeux leur ont été arrachés également. Ces cadavres fraîchement découverts sont habillés contrairement à se retrouver 4 mois plus tôt, mais ils portent les vêtements des premiers cadavres découverts, augmentant davantage la confusion chez les enquêteurs sur place. Les vêtements ont été enfilés à l'arrache et même au mauvais endroit. Les familles parviennent à identifier les corps. L'analyse médico-légale révèle que les corps présentent une forte contamination à des radiations. Les enquêteurs récoltent les témoignages des populations locales. Un autre groupe de randonneurs qui est à 50 km lors de la nuit du drame affirme avoir vu des orbes oranges dans le ciel. Et les villageois locaux confirment avoir également vu ces fameuses orbes oranges ce soir-là. Encore aujourd'hui, nul ne sait ce qui est responsable de la tragédie du 3 février 1959. Les enquêteurs déduiront que c'était une avalanche. La seule chose qui est sûre, c'est que près des lieux où s'est déroulé le drame, une base militaire soviétique s'est trouvée. Alors est-ce là l'œuvre d'extraterrestres, une expérience militaire foireuse, une avalanche, un Yeti, une arme nucléaire dont ils auraient été les cobayes? Peut-être qu'on le saura un jour. L'histoire suivante est plutôt récente. C'est l'histoire d'une jeune Canadienne de 21 ans appelée Elisa Lam. Sur ses réseaux sociaux, elle déclare souffrir d'une dépression et elle décide de partir seule en voyage aux États-Unis pour visiter la côte ouest américaine. Lorsqu'elle arrive à Los Angeles, elle séjourne pendant 4 jours au Cecil Hotel, un hôtel qui traîne une réputation d'hôtel étrange dans lequel a séjourné le fameux serial killer Richard Ramirez. Un hôtel tellement mal réputé qu'il inspirera la saison 5 d'American Horror Story et qui est le théâtre de meurtres et de suicides. Le séjour semble plutôt désagréable pour Elisa, et la police de Los Angeles finit par montrer publiquement ce que les caméras de l'hôtel ont enregistré. On y voit Elisa rentrer dans l'ascenseur, taper furtivement sur des boutons, et ensuite elle regarde en dehors de l'ascenseur et semble tenter de se cacher de quelqu'un ou de quelque chose. Elle semble totalement paniquée comme si elle était pourchassée par quelque chose ou quelqu'un. Les jours passent et les clients constatent que les douches ont du mal à fonctionner et que le robinet donne une eau noire, vaseuse et dont le goût est bizarre, carrément répugnant. Les clients se plaignent auprès des réceptionnistes et c'est avec effroi que le corps sans vie d'Elisa Lam est retrouvé dans le réservoir d'eau. Le cadavre se décomposait lentement mais sûrement, altérant l'état de l'eau. L'autopsie révèle qu'elle n'avait pas consommé de drogue, son corps ne présentait aucune blessure ni signe de lutte ou d'agression et c'est là que le mystère s'épaissit. Le réservoir d'eau fait une bonne dizaine de mètres et il n'est accessible qu'avec une échelle. De plus, son couvercle ne pourrait être ouvert par Elisa seule. Elle n'aurait carrément pas la force physique pour entreprendre une telle action. Cette histoire est d'autant plus effrayante que mystérieuse quand on sait que le film japonais Dark Water contient un scénario similaire à la mort d'Elisa Lam. Mais pour écarter d'éventuelles ambiguïtés, je tiens à confirmer que l'histoire tragique d'Elisa Lam est malheureusement vraie. Ce n'est pas un canular sensationnel, monté de toutes pièces en s'inspirant d'un film japonais. Les journaux télévisés du monde entier ont tous parlé du sort tragique d'Elisa Lam, à leur meurtre mystérieux ou suicide. Au Cecil Hotel, ce qui est sûr, c'est que vos chances de survie sont vraiment très minces. En mars 1995, à Puerto Rico, 8 cadavres de moutons seront trouvés entièrement vidés de leur sang. Ils auraient été attaqués à l'estomac comme en témoignent les plaies, et c'est ainsi que plusieurs animaux sont attaqués, répandant la terreur en Amérique et aux Caraïbes. On appelle alors la créature supposément responsable de ces meurtres El Chupacabra, qui veut dire suceur de chèvre en espagnol. Les témoignages oculaires décrivent une créature bipède et reptilienne, dotée d'épines dorsales et possédant une paire d'yeux rouges, luisants. Ainsi, à Puerto Rico, durant l'année 1995, pas moins de 200 témoignages qui sont recensés. La description du Chupacabra change au fil des années. Il est désormais décrit comme une espèce de chien sans poils avec de grandes canines pointues. Mais grâce à la technologie et à des recherches poussées, il est prouvé que le Chupacabra moderne ne serait rien d'autre que des coyotes malades ou métissés. En revanche, pour ce qui est de la description d'un Chupacabra bipède qui date des années 90, le témoignage de la première témoin, une femme portoricaine, aurait été influencée par son visionnage du film d'horreur La Mutante, qui était sorti au cinéma la même année. Mais ne nous emballons pas trop vite. Allez savoir quel genre de créature terrifiante pourrait hanter Porto Rico. Vous connaissez tous Chucky, la fameuse poupée tueuse. Vous me croyez si je vous dis que le personnage de Chucky est inspiré d'une vraie poupée maléfique? Cette poupée, c'est Robert la poupée. Mais commençons par le commencement. Cette histoire, c'est celle de Robert Eugène Otto, un célèbre peintre américain. Mais avant d'être un peintre, Robert était un enfant comme les autres, un enfant issu d'une famille relativement aisée.
suffisamment aisée pour employer une domestique haïtienne, qui va concevoir cette poupée avec des éléments naturels. Petit problème, c'est que cette servante était maltraitée par la famille Otto, le racisme étant banalisé à cette époque, donc rien de surprenant malheureusement. Avant de quitter la famille Otto, la servante offre cette poupée au petit Robert. Cette servante est une pratiquante de vaudou et d'ésotérisme. Robert s'attache rapidement à la poupée, tellement qu'il la nomme Robert et adopte à la place son deuxième prénom qui est Eugène. Depuis ce jour, Eugène et sa poupée sont inséparables. Il s'enferme dans sa chambre et parle avec la poupée. Au début, c'est innocent et mignon, jusqu'à ce que les parents entendent une drôle de voix répondre à leur fils. Au début, ils pensaient que c'était leur fils qui tentait de reproduire une voix d'adulte, mais un enfant n'a pas la capacité requise pour ça. Mais ce n'est là que le début de l'étrangeté. Un soir, un vacarme assourdissant retentit dans la chambre du petit Eugène. Les parents se ruent dans la chambre du petit et constatent que la chambre a été renversée. Eugène, paniqué, se justifie en accusant sa poupée, disant qu'elle est responsable de ce vacarme. Et les événements paranormaux se multiplient. La poupée semble se déplacer seule dans la maison. L'expression de son visage semble changer, les jouets d'Eugène sont retrouvés mutilés et le garçon accuse sa poupée. De plus, quand la famille Otto est absente, les voisins témoignent que la poupée les regarde par la fenêtre et elle bouge devant eux, terrifiant les enfants du voisinage. Après toutes ces frayeurs, les parents d'Eugène rangent la poupée maudite dans le grenier. Les années passent et Robert Otto devient un riche et célèbre peintre. Il hérite de la maison de ses parents alors décédés et il y emménage avec sa femme, Anne. Il retrouve la poupée dans le grenier et son attitude change. Il fait emménager une chambre pour la poupée, mais il dit à sa femme que la poupée n'est pas satisfaite de sa chambre, car ça manque de lumière. Donc on part sur une poupée qui casse la tête. Sa femme Anne déteste la poupée, depuis qu'elle a posé les yeux dessus, et cette haine ne cessera d'augmenter de jour en jour. Un jour, un plombier s'enfuit de la maison du couple Otto. Il est terrorisé et n'a même pas pris le temps de prendre ses outils avec lui. Il dira que la poupée se déplaçait seule et que des rires et voix démoniaques provenaient d'elle. Robert Otto, quant à lui, avait un comportement plus méprisant et plus agressif que la normale. Ses proches le trouvaient changé, comme s'il était possédé. Au début des années 1970, il tombe gravement malade. C'est le début de la fin pour lui. Mais au lieu de passer le peu de temps qui lui reste avec sa femme, il s'enferme avec la poupée dans sa chambre. Il meurt en 1974, la poupée près de lui. Sa femme vend alors sa maison et se barre le plus loin possible. Une famille achète la maison, et la petite fille de la famille trouve la poupée et l'adopte. Une nuit, elle hurle et réveille ses parents qui la retrouvent, sanglotante. Elle dit que la poupée s'est jetée sur elle pour l'attaquer. Les parents décidèrent alors de confier la poupée à un muséum, le Fort East Martello Museum, en Floride. On dit que si l'on veut prendre la poupée en photo, il faut attendre que la poupée approuve avec sa tête. Sinon, vous subirez sa malédiction. On dit que tous les ans, des tas de gens viennent s'excuser après l'avoir pris en photo sans son consentement.